Bonjour à toutes et tous, fidèles auditeurs, auditrices de la radio Isanganiro. Vous avez choisi d'être avec nous à travers cette émission Mosaïque et nous vous en remercions. Mosaïque, aujourd'hui nous allons parler démocratie, la culture démocratique basée sur les élections au Burundi. Le parcours n'est pas moins long en effet. 1966, le général Michel Micombero renverse le pouvoir monarchique pour instaurer la République. Deuxième République avec le colonel Jean-Baptiste Bagaza le 1er novembre 1976, après le coup d'État contre Micombero. Troisième République sous le major Pierre Buyoya après avoir évincé Bagaza le 3 septembre 1987 et 6 ans après, 20 Melchior Ndadaye, un civil cette fois, qui gagne les élections multipartites en juillet 1993, mais qui malheureusement n'a passé au pouvoir que pendant 3 mois avant d'être assassiné le 21 octobre de la même année. L'assassinat de Melchior Ndadaye a été suivi par une guerre qui a coûté la vie à des centaines de milliers de Burundais. D'autres ont pris le chemin de l'exil et d'autres encore sont partis pour le maquis. Il faudra attendre plus de 10 ans jusqu'en 2005, les autres élections multipartites qui ont conduit le CNDD-FDD au pouvoir le 26 août. Le CNDD-FDD, un parti qui rentrait fraîchement du maquis après de longues négociations avec le pouvoir jugé mono-ethnique, monopartite même. Où en est-on alors aujourd'hui? État des lieux, des défis, mais aussi des perspectives. 3 invités sont avec nous sur le plateau. Honorable Martin Niteletse, membre du parti CNDD-FDD au pouvoir. Vous êtes aussi le président de l'association burundaise des élus locaux, c'est ça? Abelo en sigle. Bonjour et bienvenue. Olivier Nkurunziza, vous êtes le porte-parole du parti UPRONA. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci pour l'invitation. Et puis nous sommes avec vous, ambassadeur Denis Banchimiwusa, spécialiste des partis politiques et des élections. Bonjour et bienvenue. Bonjour, je remercie les auditeurs, je remercie les invités avec qui nous sommes et je pense que nous allons faire un débat fructueux. On attendait un quatrième invité, Terence Manilambona du parti CNL, mais il a eu un empêchement de dernière minute. La mise en onde est assurée par Eric Ouimana, Gracia Justicia Tuikeze et Renaud Nyongheza sont avec nous pour la prise d'image. Réalisation de Jérôme Nyonzima et au micro vous retrouvez Léon Sebitaliho. Encore une fois bonjour et bienvenue à cette émission. Une toute première question, je vais l'adresser à vous, ambassadeur Denis Banchimiwusa. Qui dit culture démocratique dit quoi? Merci de la question. Qui dit culture démocratique dit des mœurs, dit des habitudes qui sont ancrées dans la vie des gens. Et qui dit culture politique et démocratique dit alors une certaine série de valeurs qui caractérisent la démocratie. Notamment, comme le disait Alexis de Tocqueville, il s'agit de l'égalité. Alexis de Tocqueville parlait de l'égalité des conditions qui conduit à l'égalité politique et à l'égalité devant la loi. Il y a aussi la valeur de liberté, la liberté d'opinion, la liberté d'association, la liberté d'aller et de venir, la liberté d'expression, comme je le disais. Ça fait partie des principes fondamentaux de la démocratie. Et troisièmement, je pourrais parler de la tolérance. Pourquoi la tolérance? Parce que qui dit démocratie dit diversité. Par exemple, diversité d'opinion, diversité d'appartenir à diverses associations. Alors, il faut qu'il y ait cette culture de la tolérance, c'est-à-dire accepter que l'autre pense différemment de ce que tu penses, accepter que l'autre propose un projet différent du tien, quelque chose qui ne doit pas être nécessairement comme tu le penses ou comme tu le souhaites. Et puis, je pourrais terminer avec cette culture démocratique. Il faut aussi que les gens acceptent qu'il y ait
certaines contraintes. Pourquoi? Parce que, par exemple, si vous voulez qu'il y ait respect des droits de l'homme, il ne faut pas seulement que vous pensiez que ce soit vos propres droits de l'homme qui soient respectés, mais il faut aussi vous imposer le respect des droits de l'homme des autres. Donc, réciproquement, on doit avoir cette réciprocité, une sorte même de solidarité dans le respect mutuel. Une série de mœurs, d'habitudes, une série de valeurs, l'égalité politique devant la loi, liberté d'opinion, liberté d'expression. Vous parlez de beaucoup de choses. Est-ce que la culture démocratique basée sur les élections est observée au Burundi? La culture démocratique basée sur les élections, oui, elle est observée au Burundi dans la mesure où depuis 1993, c'est l'élection qui légitime ou qui régule l'accès au pouvoir. C'est si vous arrivez au pouvoir sans passer par les élections, vous n'avez pas de légitimité populaire. Donc, dans ce cas et sous cet aspect, on peut dire que l'accès au pouvoir au Burundi est réglementé et légitimé par les élections multipartites. Et simplement, culture démocratique, sans parler nécessairement d'élections, parce que je pense qu'il n'y a pas que les élections qui caractérisent la démocratie. Culture démocratique, c'est observé. Il n'y a pas, comme vous le dites, il n'y a pas que les élections qui caractérisent la démocratie. D'ailleurs, il ne faudrait pas confondre les élections avec la démocratie. Les élections, tout comme les partis politiques, sont des voies qui peuvent nous conduire vers la démocratie, mais ils ne sont pas à confondre avec la démocratie. Donc, ce n'est pas parce qu'on fait les élections que nous avons la démocratie. Ce n'est pas parce que nous avons le multipartisme que nous avons la démocratie. Il faut obligatoirement, pour parler de démocratie, il faut obligatoirement qu'il y ait ces valeurs, observation de ces valeurs qui, alors, caractérisent la culture politique démocratique. Permettez que je passe le micro à vous, honorable Martin Niteletse du parti CNDD-FDD. Est-ce que vous allez dire le contraire par rapport à ce que vient de dire l'ambassadeur Denis Banshimi-Wussa? Observation de la culture démocratique au Burundi, c'est comment? Merci beaucoup de la question. Vous êtes du parti au pouvoir. Oui, je suis du parti au pouvoir, c'est vrai. Mais je vais abonder presque dans le même sens, mais avec un certain nombre d'ajouts. On parle de culture démocratique. C'est vrai, on commence par les élections. Les élections, ce sont elles qui déterminent qui doit être dirigeant, qui doit être dirigé. Alors, le dirigeant, il a des obligations. C'est le dirigeant qui se choisit, le dirigeant. Oui. Oui, c'est le dirigeant qui se choisit, le dirigeant plutôt, pour qu'il soit mieux dirigé. Alors, à ce niveau-là, nous avons une culture démocratique qui est en train de prendre ses racines pratiquement à partir de 2005. À cette époque-là, on quittait progressivement la période post-transition. Pourquoi? Parce que pendant la période de transition, c'était des dirigeants consensuels. Consensuels, pourquoi? C'était des chefs de partis politiques ou des autres leaders. Là, vous allez parler de 2003 jusqu'à 2005. Même avant, depuis les accords d'Arusha en 2000 jusqu'à 2005. Oui. Alors, depuis 2005, alors, 2000, c'est ça. Oui, depuis 2005, on devient dirigeant, le leader, parce que tu es élu. Alors, la contrainte majeure pour celui qui a été élu pour diriger le peuple, il a des obligations à respecter, notamment la liberté des gens et l'égalité devant la loi, l'égalité des droits, ainsi de suite. Mais aussi, il faut savoir que dans la démocratie, ce n'est pas élire seulement, mais aussi c'est le respect du verdict des urnes. Parce que c'est ce qui nous a manqué en 1993, lorsque son Excellence le président Dadaye a été élu.
il y a des gens qui n'ont pas accepté le verdict des urnes jusqu'à aller le tuer avec ses équipes à l'Assemblée nationale et au gouvernement. Ça, ce n'est pas démocratique, c'est antidémocratique. Aussi, il y a aussi ce qu'on appelle la culture démocratique lorsque le dirigé, donc l'électeur, qui a accepté d'élire tel et ne pas élire tel, qu'il soit satisfait, surtout dans la mise en œuvre du programme élu. Je pense qu'il est intéressant. Mais il y en a qui disent qu'au Burundi, souvent, on élit les gens par les programmes. Non, ce n'est pas nécessairement les gens. On élit particulièrement les programmes. Pourquoi? Parce que même si les gens ignorent qu'il y a des programmes, mais pendant la campagne électorale, on dit des programmes, on parle des réalisations à faire au cours du mandat. C'est ça le programme. Alors, le programme qui a été élu, je parle par exemple du parti CNDD-FDD, on a confectionné un livret qu'on a distribué sur toutes les collines. Le livret était en Kirundi et il y avait aussi des livrets qui étaient confectionnés et conçus en français. Mais c'est ce programme-là, le condensé, qu'on va mettre en œuvre pendant toute la législature. Alors, les autres doivent respecter la mise en œuvre de ce programme. Parce que ce programme, ces livrets, ça se trouve dans les mains des partisans du CNDD-FDD ou de toute la population au niveau des collines. Ça se trouve dans les mains de toute personne intéressée, mais particulièrement dans les mains des membres du CNDD-FDD. Mais ces livrets-là sont disponibles aussi sur les collines, dans les communes et aussi à la permanence du parti CNDD-FDD. Mais je ne veux pas revenir sur ce programme-là. Je veux qu'on s'inspire du programme qui a été annoncé par le chef de l'État lorsqu'il a été élu. Oui. Et alors, là, vous allez dire que la culture démocratique est observée dans le pays. Oui, la culture démocratique est observée dans le pays, bien qu'il y a des récalcitrants qui ne veulent pas que la culture démocratique prenne ses assises 100%. Mais le chemin est là, on doit poursuivre jusqu'au bout. Est-ce que vous allez abonder dans le même sens, et vous, Olivier Nkurunziza du parti UPRONA, culture démocratique, c'est comment au Burundi? La culture démocratique, comme c'est le sujet du jour, effectivement, dans votre introduction, vous avez commencé par la République de Michombero. Michombero, Bagaza, Buyoya, c'était des upronistes, M. Olivier. Revenir un peu avant. Vous savez que pour avoir l'indépendance au Burundi, et c'était un parti unique. On n'a pas utilisé les armes. On a utilisé la voie démocratique. Parce que Rwagasore a dit il faut passer par les urnes. Et vous savez qu'il y avait plus de 25 partis politiques. Et on a passé par les urnes et on a gagné les élections en 61. Alors, en 66, c'est conséquence. Parce que le 23 novembre 1966, l'arrêté du roi avait pris une décision de supprimer tous les partis politiques et ça restait un parti unique. Ce n'est pas le parti UPRONA qui a voulu qu'il y ait un parti unique, mais c'était la décision du roi avec la crise qui était au Burundi. Alors, Michombero, qui était le premier ministre d'alors, il a pris le pouvoir par force. Et voilà, à partir de 1966, il y a eu recul de la démocratie parce qu'avant, en 61, les Burundais recul de la démocratie sur le parti unique, l'UPRONA. C'est ce que vous allez dire. Celui qui est mal intentionné peut le dire ainsi. Mais celui qui est bien avisé, ce n'est pas du tout. Mais aussi le parti UPRONA a été pris en otage. Parce qu'un militaire qui fait le coup d'État et qui devient président, et donc le président du parti UPRONA, vous entendez très bien que et le parti UPRONA et le pays devraient entrer dans cette période un peu obscure. Peut-être que vous le dites ainsi, M. Olivier, puisque nous sommes en 2020 et pas en 1980, 92.
c'était des Moi, je dirigeants. le dis comme secrétaire général du parti PRONA, qui connaît très bien l'histoire, l'idéologie, mais aussi du parti. Et je connais aussi les difficultés qu'a connu le parti. C'était bien sûr, pour attaquer ça, en 1966, bien sûr, il y a eu recul de la démocratie, de cette culture, parce que quand il y a un président qui fait un coup d'État, ipso facto, il devenait président de la République, mais aussi le président du parti. Et nous avons pu entrer dans la période du parti unique où jusqu'à 1992, il y a eu une restauration de la démocratie parce que le même parti unique a pensé aussi de comprendre qu'il faut revenir à la démocratie, à restaurer le multipartisme. C'était en 91 avec le nouveau... Est-ce que c'est le PRONA qui l'a décidé ainsi ou il a été contraint d'instaurer ce multipartisme dans Mais le le parti PRONA, même s'il a été contraint, quand même étant le parti au pouvoir, a contribué beaucoup pour que quand même les membres du parti PRONA comprennent qu'il faut qu'il y ait la restauration du parti, mais aussi ces militaires qui utilisaient la force pour les convaincre, il fallait passer par le parti PRONA. Alors c'est ça pour moi. Alors en 1993, au lieu de continuer dans le même chemin, la culture de la démocratie n'était pas encore été bien implantée. Après 3 mois, on a assassiné le président Melchior Ndadaye, alors qu'on pensait qu'on va encore mettre sur les rails la démocratie au Burundi, et ça tombait, je dirais, en faillite, où on a connu plus de décennies de la guerre, les Burundis s'entretuaient. Alors vous voyez que la démocratie au Burundi a tombé en faillite. Voilà, en 2005, comme on l'a dit, ça a commencé. Avec les élections, non pas par la voie universelle, mais à partir du Sénat, de l'Assemblée, on a voté le président. Et ça a causé aussi un problème, je vois très bien en 2015 où on disait mandat, 3e mandat, quoi, ça a causé un problème. C'est toujours l'absence de la culture démocratique. Alors aujourd'hui, on commence encore à continuer. C'est bon parce qu'on passe par les voies des urnes, mais comme on l'a dit, nous sommes quand même... nous sommes enchantés, mais il y a toujours à renforcer, à corriger. Respect du verdict des urnes, ce que venait de dire tout à l'heure, honorable Martin Niteretse. Est-ce que c'est toujours respecté, le verdict des urnes? C'est ça ce que je disais. En 2010, on n'a pas voulu accepter le verdict des urnes en disant qu'il n'y a pas qu'on n'acceptait pas. En 2015, ça a été presque ainsi. En 2020, ça a failli, mais avec la culture, on a vu qu'il ne faut pas se retirer. C'est ça, il faut continuer. Je pense qu'en 2025, les Burundais auront bien compris qu'il faut accepter et travailler, corriger, et travailler ensemble. Unanimement. Ambassadeur Denis Banchimioussa, je retourne vers vous. Cette culture démocratique connaît toujours des problèmes, des obstacles dans son parcours au Burundi, n'est-ce pas? D'abord, je voudrais apporter quelques précisions. Il ne faudrait pas confondre 2 volets de ce qui est appelé démocratie. La démocratie comporte 2 volets. Il y a le volet formel et le volet que l'on pourrait qualifier de matériel. Pour ce volet formel, je me rapporterai à la Constitution de la République du Burundi, à ses articles 7 et 8, pour parler de cette source du pouvoir, pour dire que c'est le peuple qui est souverain, c'est-à-dire c'est le peuple qui est source du pouvoir. Et le peuple exerce cette souveraineté par la voie des urnes, soit directement, soit indirectement. C'est là où on pourrait parler de démocratie directe ou de démocratie indirecte. Ça, c'est le volet formel. Mais il existe aussi le volet matériel. Lorsqu'on parle alors du volet matériel, c'est là où on rejoint la culture politique démocratique. C'est là où on fait intervenir les valeurs de la démocratie, sans lesquelles on ne peut pas parler de démocratie. Voilà. Mais la démocratie, donc,
Oui, pour revenir à votre question. Je disais que la culture démocratique, la démocratie connaît des problèmes, des obstacles dans son parcours au Burundi. Est-ce que c'est confirmé ou pas? Bon, alors, on peut dire que la démocratie, d'abord, c'est un processus. C'est un idéal que l'on cherche à atteindre. Ce n'est jamais atteint 100%. 100%. Vous êtes au Burundi, vous pensez que l'Amérique est une démocratie achevée. Vous allez en Amérique, vous allez rencontrer les Américains en train de se plaindre comme quoi ils ne sont pas en démocratie. En France, c'est la même chose. En Belgique, la même chose. Mais c'est un idéal que l'on essaye de chercher à atteindre sans jamais peut-être l'atteindre 100%. Mais pour moi, je peux dire alors qu'au Burundi, le processus démocratique suit son cours. Et parfois, on peut dire qu'il y a des avancées. Il y a des avancées pourquoi? Il y a des avancées parce que dans les textes réglementaires, à commencer par la loi fondamentale et les autres textes d'application, nous avons la reconnaissance de ce régime, de ce type de régime. On dit à l'article 1er que le Burundi est une république démocratique. C'est déjà précisé dans la Constitution. On reconnaît les ascendants de la démocratie. On précise dans la Constitution que le multipartisme est reconnu au Burundi. Et on ajoute aussi que la voie d'accès au pouvoir, ce sont les élections. Donc, à partir de ces principes, on voit qu'il y a un bon chemin qui est déjà fait au niveau du processus démocratique au Burundi. Néanmoins, il subsiste quelques limites et pas des moindres. On pourrait parler, ne fût-ce qu'au niveau même de ces textes que je viens d'évoquer, il y a certaines contradictions au sein de ces mêmes textes qui montrent que même si ils reconnaissent l'existence d'un régime démocratique au Burundi, il y a encore quelque chose qui cloche, qui pourrait freiner cet élan démocratique. Peut-être qu'on pourra y revenir après l'intervention de Il y a M. Olivier Nkurunziza qui parlait de ces événements de 2010-2015. Il y a un grand problème au niveau de la démocratie. Il y a des gens qui n'ont pas accepté le processus qu'on a emprunté pour l'accès au pouvoir. Oui, je comprends. Donc, le mode d'accès au pouvoir, les élections. Pour 2015, on parlait de troisième mandat. Oui, je vois. Des mandats contestés du président Nkurunziza. Bon, ce mode d'accès au pouvoir, qui connaît toujours des problèmes, n'est pas un problème isolé. Il s'insère dans une problématique d'obstacle à la démocratisation du pays. Donc, les processus électoraux devraient se présenter comme le couronnement de la démocratisation du pays. Lorsqu'il y a un problème au niveau du processus électoral, c'est qu'il y a eu d'autres problèmes avant lui. Par exemple, pourquoi est-ce qu'il y a à la fin d'un processus électoral, pourquoi est-ce qu'il y a ceux qui n'acceptent pas les élections, le verdict des urnes? Ça peut être parce qu'ils n'ont pas, évidemment, c'était ancré dans leurs esprits, cette culture démocratique, mais ça peut être aussi la nature de ce processus électoral. Comment ce processus électoral a été organisé et conduit. Donc, on peut avoir ce mode d'accès au pouvoir qui reste encore discutable, mais ça s'insère dans une très grande problématique qui montre que nous avons encore du chemin à parcourir, même si dans les textes, d'un côté, nous avons la reconnaissance de cette démocratie et que toujours dans les textes de l'autre, il y a des obstacles à cette démocratie. En peu de mots, M. Denis Banchimi-Boussa, il y a des opinions selon lesquelles les partis au pouvoir au niveau Afrique, les partis au pouvoir, il est très rare qu'ils soient vaincus dans les élections. Pourquoi ça? Je ne dirais pas ça. Parce que depuis
la troisième vague de démocratisation, je veux dire les années 1990, dans la plupart des pays, il y a eu des alternances externes, c'est-à-dire les partis de l'opposition, dans certains pays, les partis de l'opposition sont arrivés au pouvoir et ont dirigé le pays, même si parfois il y a eu des problèmes. Et il ne faudrait pas chercher loin, il faudrait d'abord commencer par vous souvenir qu'au Burundi, en 1993, ce n'est pas le parti UPRONA qui a gagné l'élection, c'est le parti... Mais c'est l'UPRONA qui a organisé. Oui, qui a organisé, qui a été vaincu. Donc, ce n'est pas un exemple. C'est donc pour vous dire que même dans d'autres pays, des partis de l'opposition, certains partis de l'opposition ont pu gagner les élections. Et même dans le passé récent, dans certains pays africains, les opposants ont accédé au pouvoir. Donc, ce n'est pas une loi comme quoi le parti qui est au pouvoir doit nécessairement gagner les élections. Et le parti CNDD-FDD, est-ce qu'il peut perdre il peut s'attendre à une perte des élections un jour, honorable Martin? D'abord, ce n'est pas notre choix. Non, ce n'est pas le choix. Ce n'est pas le choix en tout cas. Ce n'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, tout d'abord, il y a l'idée de démocratie. L'idée est globale. Mais au niveau pragmatique, au niveau pragmatique, celui qui va aux urnes pour élire, il a des espoirs qu'il a placés à la personne dont il élise, ou dans le système qu'il fait confiance. Alors, je parle ici des espoirs. D'abord, il s'attend à une vie décente. Il s'attend à une protection de ses droits et libertés. Et au niveau de la bureau, moi, ce que je suis de près, ce sont les élections au niveau communal et la gestion au niveau communal. On ne se limite pas à l'élection. On se limite à la mise en œuvre des programmes politiques. Comment alors? Il y a ce qu'on appelle la participation citoyenne. Ça fait partie de la démocratie, cette fois-ci. Pourquoi? Parce que si les élections ont eu lieu le 20 mai 2020, nous avons tout un mandat pour les élus communaux de 5 ans. Pour son excellence de l'État, un mandat de 7 ans. Oui. Alors, je me dis, le mandat là, certains pensent au terme, le début et la fin. Mais pour moi, ce n'est pas ça, c'est la mission. Tu es investi d'une mission d'assurer la survie, la vie décente de la population électrice. Alors, pour que tu assures cette vie décente, il faut l'associer. Il faut associer la population. La population dans la prise de décision. Comment on le fait? Au niveau local, il y a ce qu'on appelle le PCDC, le plan communal de développement communautaire. Le processus d'élaboration de ce plan, on inclut nécessairement les avis et les desiderata de la population. Donc l'électorat. L'électorat est pris en compte dans ce cas. Pourquoi? Parce que les projets qui sont réalisés au niveau de chaque commune sont tirés dans ce PCDC. Lequel PCDC a été élaboré sur les desiderata et les avis et considérations de la population. Alors, c'est généralement pour le PCDC dire généralement 5 ans. Alors, pour les actions annuelles, on a ce qu'on appelle le PAI, Programme annuel d'investissement, qui s'inspire généralement du PCDC. Alors, c'est tout ça qui fait participer la population d'élaboration aussi du budget, ce qu'on appelle le budget participatif, auquel on invite les gens à s'exprimer sur les projets à financer prioritairement. C'est ça ce qu'on appelle démocratie. Est-ce que vous invitez les membres du CNDD-FDD ou toute la population dans ces programmes? Non, les élections pour le conseil communal, c'est fini. On va inviter les membres du CNDD-FDD dans les congrès du parti. Mais au niveau de la mise en œuvre, c'est tout le monde qui est associé. Vous allez voir sur le terrain. Vous saurez qu'au niveau de chaque colline, il y a des coopératives auxquelles on a donné une somme de 10 millions de francs l'année passée. Et on prévoit aussi leur donner une autre enveloppe cette année, mais après avoir évalué l'impact.
Mais les membres de ces coopératives ne sont pas des CNDD-FDD. C'est tout citoyen. Et on encourage même les gens qui avaient sensibilisé pour le refus de ces coopératives d'intégrer sans difficulté. Parce que au niveau local, on a besoin d'un développement économique local. Le développement économique local implique tous les ménages. Et on est en train de parler de cette culture démocratique. Quels seraient les signes qui font croire qu'il y a culture démocratique dans le pays? Oui, au niveau, je parle au niveau local. Je parle au niveau local. Pourquoi? Parce que les gens, les politiques au niveau national, ils échangent bien. Mais entre eux, ils échangent bien, il n'y a pas de problème. Généralement, avec le secrétaire général du parti, il n'y a pas de problème. Mais on veut que tous ces échanges qu'on fait, on faire descendre jusqu'au bas niveau, jusqu'au ménage, jusqu'aux citoyens lambda, pour que cette culture-là prenne racine. Mais c'est généralement une culture qui est là, mais les exceptions ne manquent pas. Pour plusieurs cas, ce sont les membres du parti CNDD-FDD au pouvoir qui sont des administrateurs communaux et qui sont des membres de ces conseils communaux. C'est-à-dire que les autres partis n'ont pas cette chance de parler de ces programmes à la population. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pourquoi? Parce que au niveau de chaque colline, il y a le conseil collinaire, le conseil de colline, composé de 5 membres. Ces 5 membres qui composent le conseil collinaire, ils ne proviennent pas des partis politiques. Pourquoi? Parce que c'est interdit de les mettre sur des listes bloquées. Il n'y a pas de liste de partis politiques lors de l'élection des membres des conseils de colline ou de quartier. C'est-à-dire quoi? L'administrateur communal ne peut rien faire contre une colline, contre l'avis de ce conseil de colline. C'est-à-dire quoi? C'est apolitique. Au niveau local, c'est apolitique. C'est apolitique. Pourquoi? Parce que tu peux avoir 2 ou 3 membres du parti X, mais aussi il y a les non-alignés au niveau politique. Oui. C'est pas nécessairement que tu sois du CNDD-FDD ou de Riprona ou de Sénère, que tu sois élu comme membre du conseil de colline. Je ne sais pas si le PRONA participe activement à l'élaboration et exécution de ces programmes dont Olivier Ngonzi. Oui, le parti PRONA, à son niveau, participe parce que nous avons les membres des conseils communaux, mais aussi nous participons dans l'élaboration de ces PCDC. C'est vraiment nouveau, c'est à partir de 2007. Et comme je le dis, il y a les perceptions qui sont un peu négatives. Au début, il y a même les membres du parti au pouvoir qui ne savaient pas que c'est pour impliquer tout le monde, parce que, comme il l'a dit, il faut le savoir, des exceptions ne peuvent pas manquer. Et alors, en 2007, quand on commençait, à partir de 2007, de mettre les PCDC, j'ai eu la chance de participer dans la mise en place de ces PCDC. Je trouvais que les gens pensaient que mettre ces PCDC, il fallait inviter en grande majorité les membres effectivement du parti CNDD-FDD. Pourquoi? Comme vous l'avez dit, vous voyez, quand on invite les administratives, la plupart étaient les membres du CNDD-FDD. Quand on invitait presque les fonctionnaires qui étaient là dans les communes et les chefs de services déconcentrés, c'est presque ça. Et celui qui fait la lecture étant lui, il disait ça c'est pour le parti au pouvoir et non pour la population burundaise. Mais progressivement, comme le président de la bureau commence à dire, les gens commencent à prendre à main, à voir et à comprendre que l'élaboration des priorités, ça doit se faire dans les collines et dans les communes. Mais il y a encore à corriger. Dans les coopératives, comme il l'a dit. Je l'ai dit et je le répète encore. Même dans l'émission que nous étions ensemble à Ruigi, ces coopératives Sangwe. Je l'ai dit même dans la réunion du président qu'il a rencontré le président des partis politiques. Même la perception a risqué d'être comme ça. On disait que la coopérative Sangwe, c'est pour tout le monde. Oui, il y a des cas où
le parti au pouvoir doit prendre le devant pour mettre en œuvre ce projet. Mais comme ce coopérative s'est implantée à la veille des élections, ça a pris même la ligne politique où on a trouvé que dans certaines communes, dans certaines collines, avant de participer, on devait te dire, si tu n'es pas membre du parti au pouvoir, tu ne peux pas participer effectivement. Mais aussi, il y a aussi les membres des partis politiques, d'autres partis politiques qui n'ont pas voulu adhérer en disant non, c'est pour le parti au pouvoir. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a demandé au ministère de l'Intérieur. Vous avez voulu réorganiser. Vous n'avez pas. Oui, il y avait des membres du parti politique, du parti prenant dans certaines collines qui ont bien sûr intégré, mais dans d'autres régions où il y a vraiment l'excès de zèle, où on disait non, tu n'entres pas étant. Et on faisait même les réunions sur alors d'autres partis disaient non, on ne peut pas participer. On a donné remarque. Je pense qu'aujourd'hui, je sais que le président actuel était aussi le président, le secrétaire général du parti au pouvoir. Il connaît ces défis. On avait discuté. On va corriger. Si on ne corrige pas, vous voyez que cette intégration politique, mais aussi économique, ne peut pas se faire. Mais vous êtes un seul parti parmi une trentaine, toute une trentaine, c'est 30 partis, vers 40 partis politiques au Burundi. C'est beaucoup. Si c'est le CNDD-FDD qui vous savez, au Burundi, les partis qui s'implantent sur toutes les collines du pays, ce n'est pas tous les partis. Il y a des partis qui se trouvent quelque part. Mais le parti prenant qui a eu la chance d'être sur presque toutes les collines, nous avons pu donner les remarques. Alors, ce n'est pas tous les partis qui vont dire, mais nos membres n'ont pas eu la chance. Tu peux entrer dans une commune et trouver que dans une colline, sont les membres du CNDD. Ça, c'est correct. Oui, en quelques mots, Olivier Nkurunziza du parti UPRONA, des obstacles à une culture démocratique, ce seraient lesquels de façon générale? Bon, il y a encore les obstacles. Et je vais poser la même question à Denis. Les obstacles, c'est on va encore continuer à améliorer sur la bonne gouvernance. Vraiment, et même le président actuel le dit, il faut continuer pour la bonne gouvernance, lutter contre la corruption. Ça, c'est fait partie. Quand, dans un pays où la démocratie s'est implantée, il faut lutter contre la corruption. Ça c'est fait. Mais aussi, il faut que les droits de l'homme soient respectés au Burundi. C'est les notions de droits de l'homme, fait partie de la démocratie. Mais aussi, il faut accepter les verdicts des urnes. Ça fait partie d'un grand problème majeur après les élections qui peut vraiment nous poser des problèmes. Et je pense que dans le devoir qu'on a donné aux partis politiques, nous allons essayer pour évaluer que vers 2025, on aura quand même changé le comportement au sein des hommes politiques burundais. C'est la même question à vous, ambassadeur Denis Banchimiboussa, des obstacles, des défis pour la culture démocratique au Burundi. On peut dire que ce sont lesquels? Je crois que les obstacles ne manquent pas pour notre démocratie. D'abord, je reste sur les deux volets que j'ai évoqués il y a quelques instants. Par exemple, au niveau des textes de loi, je le disais il y a quelques instants. D'un côté, il y a la Constitution qui reconnaît que la République du Burundi est démocratique. Et je le disais, à son intérieur, il y a quelques dispositions qui entrent en contradiction flagrante de cette même de son même premier article. J'en vais pour exemple. À l'article 174 de la Constitution de la République du Burundi, qui dit quoi? Il est dit qu'au moment des élections, pour occuper un siège, lorsqu'on est un candidat indépendant, on doit avoir 40% dans la circonscription. Au moment où, lorsqu'on est dans un parti politique, on doit avoir 2% au niveau national pour ce parti. Alors, ça c'est déjà instaurer une inégalité au niveau des candidats pour un même poste. Le législateur qui instaure une inégalité au moment où la Constitution nous dit que c'est démocratique et que c'est égal. L'égalité fait partie des principes fondamentaux de la démocratie. Mais vous comprenez déjà qu'avec cet article, nous avons l'inégalité
alors que l'égalité est le fondement même de la démocratie. On ne peut pas briguer un même poste et puis être considéré différemment et surtout dire qu'en indépendant, c'est comme s'il était sanctionné, comme s'il avait commis une faute. Donc ça, c'est une limite grave. 5% pour un indépendant. Un indépendant doit avoir 40% dans la circonscription. 40 dans la circonscription. Oui. Donc dans la province. Dans la province. Au moment où les candidats présentés par les partis politiques, il suffit que leur parti politique obtienne 2%. 2%. Au niveau dans national. Une même Au niveau national. Au niveau national. Au niveau national. Non, C'est déjà... un indépendant. Je vous lis l'article, n'est-ce pas? Les candidats présentés par les partis politiques ne peuvent être considérés comme élus et siéger à l'Assemblée nationale que si, à l'échelle nationale, leur parti a totalisé un nombre de suffrages supérieur ou égal à 2% de l'ensemble des suffrages exprimés. Les candidats indépendants ne peuvent être considérés comme élus et siéger à l'Assemblée nationale que s'ils ont obtenu au moins 40% des suffrages exprimés dans la circonscription où ils se sont fait inscrire. Le législatif, Voilà. dans son esprit, était pour renforcer Alors, les partis politiques. ça, Renforcer les partis politiques et affaiblir les indépendants. Les indépendants, c'était des hommes qui voulaient Ok. détruire... moi j'analyse. Oui. Moi j'analyse. Oui. Laissez-moi Nous, affaire on va élective. dire que c'est affaiblir les indépendants, renforcer les partis politiques. Non, c'est pas ça. Et vous, hein? C'est pas Ok, ça. moi je Au niveau- n'analyse pas ça. Laisse-moi continuer. Moi je constate Ce que c'est un article qui instaure une inégalité. Alors que 174. 174, noir sur blanc c'est écrit. Alors que l'égalité des conditions devant la loi, l'égalité politique figure parmi les principes fondamentaux de la démocratie. Ça c'est de 1. De 2, pour toujours les textes, je parle du code électoral. Nous savons que dans le premier volet, c'est le peuple qui est détenteur de la souveraineté. C'est-à-dire c'est lui qui donne le pouvoir. Alors, au niveau du code électoral, il est dit que lorsque un député ou un sénateur change de parti politique ou en est chassé et qu'il use toutes les voies de recours, il va perdre automatiquement le siège. Or, dans la Constitution, il est dit que le mandat impératif est nul. C'est-à-dire qu'au Burundi, nous avons les parlementaires dont le caractère est de représentation nationale. Or, il se fait élire dans une circonscription, Oui. dans une province, Oui. mais il a un il ne mandat représente national. pas. Il ne représente pas la province. Il représente la nation tout entière lorsqu'il arrive à l'Assemblée. C'est ça. C'est ce que ça signifie du moins. Je ne sais pas si les gens le comprennent, mais c'est comme ça que ça signifie. C'est cela que ça signifie. Alors, dire que un député ou un sénateur qui change de parti politique ou qui est chassé du parti politique doit perdre son siège, c'est rendre le député, disons tout simplement le parlementaire, tributaire des obligations de son parti d'origine. Or, là, c'est instaurer un mandat impératif. Autrement dit, désormais, depuis 2009, parce que cet article existe depuis 2009, nos parlementaires exercent leur mandat au profit de leur parti politique. Parce que s'ils trébuchent contre leur parti politique, ils risquent de perdre leur siège. Donc, vous allez dire qu'il C'est-à-dire, va exercer on a ses fonctions de confisqué, parlementaire. c'est-à-dire que nos partis politiques ont confisqué le pouvoir du peuple. Maintenant, nos parlementaires ne travaillent pas pour le peuple, mais ils travaillent pour les partis politiques, précisément pour les patrons des partis politiques. Voilà Pour les patrons. les patrons, c'est-à-dire les chefs des partis politiques. Parce que si le chef de parti politique te chasse de son parti... Ambassadeur Denis, par rapport à cet article justement, et Oui. à cet article 174, Oui. l'idéal, ce serait comment, selon vous? 74, c'est ce que je venais d'évoquer. Premièrement. Oui. Alors,
l'idéal serait que tous les candidats soient traités de la même manière. Qu'ils soient présentés par des partis politiques ou qu'ils soient indépendants. Tout à fait. C'est-à-dire que les indépendants doivent avoir le droit de constituer eux aussi une liste et être cotés de la même manière que ceux présentés par les partis politiques. Ça, c'était de un. Oui. Et de deux, je parlais de son mandat impératif qui confisque la souveraineté du peuple pour la mettre aux mains des chefs des partis politiques. Ça, c'est une limite importante. Troisièmement, comme limite à cette démocratie, c'est le fait de dire que nous sommes dans un multipartisme qui reconnaît la diversité des programmes politiques, comme mes collègues le disaient ici. Ils sont à 30, à 40 partis politiques dans le pays. Mais mettre dans le code électoral qu'il est possible d'avoir une candidature unique. C'est déjà une contradiction. Vous ne pouvez pas reconnaître la diversité d'opinions, la diversité des partis politiques, une compétition multipartite, et puis revenir pour dire, maintenant, il peut arriver qu'il y ait une candidature unique dans un parti. À la présidence de la République, pour le poste de président de la République. Ça, c'est écrit dans le code électoral. Ça, c'est une contradiction. On ne peut pas être dans la démocratie, admettre une compétition de plusieurs candidats, de plusieurs partis politiques. Il y avait au niveau national 7 candidats. Non, je parle des lois. C'est écrit dans la loi. Le fait de dire dans la loi, dans le code électoral, qu'on peut admettre une candidature unique, alors que nous sommes dans un multipartisme qui admet la diversité des programmes, la diversité des candidats, ça c'est une sorte de recul au niveau démocratique. Diversité des programmes, diversité des candidats, diversité des partis politiques. Honorable Niteletse Martin, qu'est-ce que vous allez dire? Il dit beaucoup de choses, Denis Banchimiou, par rapport aux obstacles à la démocratie. Oui, d'abord à l'article 174, je dirais en termes de principe. Il dit que les indépendants et les partis politiques ne sont pas traités de la même manière. Je dis au niveau du principe, les faits précèdent le droit. Les faits précèdent le droit ou la loi. C'est-à-dire quoi? Cet article est venu corriger les lacunes qui se trouvaient dans les textes où, généralement, les présidents des partis politiques sont lamentés, ou les membres des partis politiques sont lamentés disant que l'administration publique est là pour détruire les partis politiques. On parlait jadis de Frodebu Nyakuri, les histoires de nyakurisation. Vous avez été témoin de tout ça. On attribuait ça au ministère de l'Intérieur. Alors, quelqu'un est là, il veut se faire élire, il est membre du parti politique, le lendemain, donc la veille des élections, il devient indépendant. Il devient indépendant et il tire derrière lui une chaîne de membres du parti, de son parti, qu'il servait il n'y a pas 24 heures. Alors, s'il se présente comme indépendant, alors qu'il venait d'un parti politique, il y a risque que tous les partis politiques devraient être détruits systématiquement. Alors, au lieu que le parti au pouvoir, si vous voulez, ou l'administration publique, soit taxé d'instigateur dans la destruction des partis politiques, on a trouvé une solution. Il faut trouver des balises pour que celui qui est dans un parti politique, parce que les acteurs principaux des élections, ce sont les partis politiques. Là, indirectement, vous allez dire la même chose, qu'il faut renforcer les partis politiques. Ce n'est pas renforcer les partis politiques. Par rapport à je parle des acteurs le problème principaux. Qui s'oppose, je parle des acteurs principaux. Honorable. Le problème qui s'oppose, c'est que les explications que vous donnez ne changent en rien ce que j'ai donné comme non, ce que vous avez dit, ce que vous avez, l'interprétation plutôt, c'est ce que je commente. Parce que les faits sont là. Il faut partir de l'histoire, la genèse. Pourquoi on a mis cet article-là? Oui, je comprends. Alors, entre-temps, on a déjà déterminé les délais convenables pour qu'on puisse parler de quelqu'un comme étant un indépendant. Non, c'est pour les leaders des partis politiques, les membres des organes dirigeants. Mais pour un simple adhérent d'un parti politique aussi, il y a des délais.
il y a des délais, mais c'est pas Oui, rigoureux. alors, lorsqu'on a déjà mis les délais, cela signifie que la personne n'a plus rien à voir avec son parti d'origine. Ça, c'est de 1. De 2, tous les indépendants ne proviennent pas des partis politiques. Je suis désolé. Oui, c'est vrai tout ce que vous dites. Ce ne sont pas, tous les indépendants ne proviennent pas des partis politiques. Oui. Mais ce que je dis, il ne faut pas comparer les partis politiques, parce que lorsque vous parlez d'égalité, c'est l'égalité entre qui et qui. Entre les candidats. Entre ceux qui sont présentés par les partis politiques et ceux qui se présentent en tant qu'indépendants. Oui, tout à fait. Ça, c'est l'égalité des conditions. L'égalité des conditions. Ça, c'est l'égalité devant la loi. Est-ce qu'il y a une discrimination entre les deux candidats des partis politiques? Des partis politiques? Oui. Non, il y a une discrimination entre les candidats brigands en même poste. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les candidats présentés. Trop haut pour les candidats indépendants. Pour que tu sois élu indépendant, il faut que tu aies une valeur plus que les autres. Plus que les partis politiques? Non. D'abord, il se fait élire dans une circonscription. Vous comprenez? Oui. Alors que les partis politiques se font élire dans toutes les circonscriptions. Si vous considérez, par exemple, la circonscription communale, c'est la commune. La circonscription des députés, ce sont les provinces. Au niveau non, là, vous faites une confusion. C'est pas une confusion. Là, il y a une confusion. Oui, oui. Ce sont les provinces, pas les communes. Oui. Pour que l'on soit député ou sénateur, il faut se faire élire dans une province. La circonscription, c'est la province, pas une commune. Mais l'indépendant, pour que l'indépendant candidat député, il se fait inscrire, il se fait sa compétition dans une seule province. Oui. Alors que le parti politique fait sa compétition dans toutes les provinces. C'est justement cet article qui est relayé par d'autres articles du Code électoral. Et c'est là justement où se trouvent les inégalités parce qu'on refuse à l'indépendant d'appartenir à une liste. Or, depuis 2005, les indépendants se faisaient élire, constituaient donc une liste. Et dans tous les autres pays du monde, les indépendants constituent des listes. C'est ça ce que je dis. Et puis, il faut... qu'est-ce que signifie puisque vous parliez... Professeur Denis, oui. Qu'est-ce que signifie un indépendant? C'est quelqu'un qui se présente à sa propre personne. Non, voilà. C'est ça l'indépendant. Voilà, si tu ne veux pas aller ensemble avec les autres, tu fais ta candidature en tant qu'indépendant. Voilà justement l'erreur. C'est ça l'erreur. Il y a le temps qui presse, il y a le temps qui presse. J'aimerais rappeler quand même à l'honorable Martin qui parlait des faits que cet article se retrouve dans la Constitution de 1992. 174. L'article 174 se retrouve dans la Constitution de 1992. La Constitution qui avait été élaborée sous les auspices du parti unique UPRONA. Donc, si on juge bien qu'on retourne là c'est bien. Oui. Un instant. J'allais vous demander d'émettre des propositions parce que les obstacles, ça ne manque pas, des défis, ça ne manque pas. On a parlé de l'article 174, mais aussi il a invoqué... le mandat impératif. Le mandat impératif. Je le disais tantôt, il n'y a pas de mandat impératif, dans ce sens où un élu, sur une liste bloquée, quitte le parti qu'il a présenté comme candidat et il est remplacé automatiquement. Pourquoi? Qu'est-ce qu'un mandat impératif? Qu'est-ce qu'un mandat impératif pour s'entendre? Non. Ah bon, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de mandat impératif sans que nous puissions entendre de la même manière ce que c'est qu'un mandat impératif. Vous pouvez le définir directement. Parce qu'il y a un mandat impératif, c'est son mandat que l'on confère à un élu, mais lequel élu doit agir sous les ordres d'un groupe donné. Ce groupe donné peut être la circonscription, ou son parti politique. Peut être son parti politique, ça peut être son appartenance religieuse, ça peut être autre chose. Est-ce que vous allez dire le contraire, monsieur? Je dis le contraire par rapport à son interprétation. Non, je n'interprète pas, je définis. Oui. Alors, là, le mandat qu'il appelle impératif, quelqu'un s'est fait élire sur une liste électorale d'un parti politique. C'est-à-dire, il épouse l'idéologie de ce parti politique. Du moment qu'il n'épouse pas l'idéologie de ce parti politique, qu'il quitte. Je le disais tantôt. Mais est-ce que cela a changé la définition du mandat impératif? Oui. Non.
lorsque tu ne veux pas participer dans les actions de ton parti, alors je suis d'accord. Là où je suis très d'accord avec vous, honorable Martin, là où je peux être d'accord avec vous, c'est qu'au niveau de la Constitution, on efface la phrase qui dit que le mandat impératif est nul. Non, la loi est dynamique. La loi est dynamique. Donc, maintenant, voilà. Il y a une contradiction entre le code et on passe la parole à Olivier. Mais on a voulu instaurer la discipline au niveau des partis politiques. Bien sûr. On a voulu instaurer la discipline. Non, il ne faut pas que chacun fasse ce qu'il veut. Alors que tu as été présenté et élu par un électorat d'un parti politique. Alors maintenant, nos élus vont travailler, et ça se fait, nos élus travaillent sous les ordres de leur parti de provenance. Non, ce n'est pas des ordres. C'est pas des ordres. Je parle de l'idéologie, ce n'est pas des ordres. Olivier Nkurunziza, du tout. Est-ce que vous allez insérer quelque chose? Il y a des discussions entre deux hommes, le politologue professeur Denis et l'honorable Martin. Ce que je dis sur ces articles, je l'ai dit même pendant la campagne électorale des référendaires, quand on expliquait les articles. Nous avons vu qu'effectivement, pourquoi le parti Prona même a voté oui. Le désordre que les indépendants créaient. Nous avons vu même que ce désordre devrait être réglementé quelque part par une loi mère. Et heureusement, ça a été compris par les Burundais qui ont voté la Constitution. C'est la raison pour laquelle les indépendants qui quittaient les partis politiques à la veille des élections, qui causaient même le désordre et le non-respect des hiérarchies dans les partis politiques, et que même la Constitution disait qu'il faut garantir la démocratie. Finalement, en politique, les indépendants, ça dérange. Ça ne dérange pas, mais il n'était pas réglementé au niveau du ministère de l'Intérieur. Par exemple, et il faut les indépendants demandaient qu'il faut rencontrer leurs membres pendant, même après les élections. On disait au ministère de l'Intérieur, il n'y a pas une loi qui vous régisse pour pouvoir aller rencontrer vos membres. Alors, si vous voulez ça, il faut former un parti politique. Si vous êtes sur une liste, qu'est-ce qui vous empêche de former un parti politique? On a parlé de beaucoup de choses, M. Olivier Nkurunziza. Il y a des opportunités, en tout cas, pour qu'il y ait dynamisme dans cette culture démocratique dont on est en train de parler. Qu'est-ce que vous pourriez proposer? Le temps presse. Oui, au niveau du parti Prona, nous encourageons toujours le gouvernement du Burundi actuellement, qui est en train d'abord de lutter contre la corruption, qui est en train d'aller sur le terrain pour demander à la population eux-mêmes de voir si les administratifs ou autres responsables, qu'une fois commettre des erreurs ou s'ils ne sont pas au service de la population, qu'on va même mettre en place je ne sais pas s'il y a les caisses de... boîtes à suggestion. Les boîtes à suggestion. Comme ça va renforcer la démocratie. Les responsables vont prendre les décisions à la base aussi des suggestions de la population. Et je pense qu'aussi, il faut continuer dans ce sens. Il faut qu'il continue, qu'il y ait une ouverture de l'espace politique. On nous a demandé, on fait interpellation des réfugiés qui ne sont pas encore rentrés, de rentrer, pour que ces hommes politiques qui sont en dehors puissent rentrer. Et ceux qui sont jugés, ils peuvent être jugés. Ça, c'est vraiment la justice. Et on dit qu'on va renforcer la justice. C'est ça ce que nous demandons au niveau du parti Prona. Il faut continuer dans son sens. Et nous allons évaluer les actes qui seront posés par le gouvernement dans les jours à venir. Merci. Auriez-vous quelque chose à ajouter, honorable Martin Niteretse? Merci. Je n'ai pas ajouté, sauf que moi aussi j'encourage le gouvernement, particulièrement son Excellence président de la République, pour les mesures qu'il vient de commencer à prendre, surtout dans la lutte contre la corruption, l'instauration ou le renforcement de la justice sociale, pour que les désidératas de la population trouvent solution dans ces actions. Oui. Ce que j'ai à dire, j'abonde dans le même sens que mes deux collègues, tout en précisant qu'il ne faudrait pas trop s'oppresser sur le terrain,
parce que ce qui est appelé démocratie commence par les textes. Même en 92, ça a été la même chose. Olivier ne dira pas le contraire. Il faut d'abord instaurer les textes qui soient sains pour pouvoir parler de démocratie. Alors pour moi, la première chose... Vous estimez qu'il y a des lacunes? Oui, la première chose que je demanderai au pouvoir actuel, le nouveau pouvoir d'ailleurs, c'est de corriger certaines limites se trouvant dans les textes. Et puis, après les avoir corrigées, il faudrait corriger certaines autres pratiques qui montrent qu'au niveau de notre pays, il y a ce manque de culture politique et démocratique qui se manifeste par plusieurs actes, notamment les actes d'intolérance au niveau des membres des partis politiques, le manque de culture de dialogue, le manque de résolution pacifique des conflits, etc., etc. Donc voilà ce que j'aurais à dire. Mais ça peut être corrigé. Ça peut être corrigé et je demande, comme vous parlez de suggestions, je demande que ça soit corrigé par le pouvoir qui vient de prendre place. Merci, ambassadeur Denis Banchimi-Boussa. Merci de votre participation et de votre contribution pour cette émission Mosaïque. C'est moi qui vous remercie. Nous disons également merci à vous, Olivier Nkunziza, le porte-parole du parti UPRONA. Merci d'être venu. Merci de votre contribution. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Et je remercie nos collègues avec qui on a partagé l'émission. Merci beaucoup à vous, honorable Martin Niteretse, président de l'association burundaise des élus locaux à Bello, et membre, sénateur, membre du parti CNDD-FDD. Merci d'être venu et merci de votre contribution. C'est moi plutôt qui vous remercie. Je remercie également tous les auditeurs qui nous ont suivis depuis le début jusqu'à la fin de cette émission. Merci aussi à mes amis qu'on a partagé ce dialogue. Ainsi s'achève l'émission Mosaïque pour aujourd'hui. Une émission qui a été mise en onde par Eric Ouimana, prise d'image de Gracia Justicia Tuikeze et Renaud Nyongeza, réalisation de Jérôme Nyonzima et au micro, vous étiez avec Léon Sebitaliho. Merci à tous et tous de nous avoir tenu compagnie. Très bonne suite des programmes sur Radio Isanganiro. À la prochaine.